Celle qu'on est en vie. On respire l'atmosphère. Et surtout, l'atmosphère nous protège de rayonnements gamma, de rayonnements X, de rayonnements ultraviolets, des rayonnements qui nous tueraient, sinon. Nous sommes protégés. Donc ce voile nous protège, mais en même temps nous empêche de voir ce qu'il y a derrière. Et donc le fait d'aller au-delà de ce voile nous permet de voir un monde bien différent de ce qu'avaient vu et imaginé les hommes depuis des millénaires. C'est-à-dire qu'on voit les rayonnements gamma, les rayonnements X, les rayonnements ultraviolets, infrarouges, etc., qui nous révèlent un monde qui est bouillonnant, qui est changeant. C'est tous les soirs le 14 juillet, si on pouvait voir tout ça. Et que le ciel qu'on va dans ce il paraît serein, immuable, ne changeant pas. Alors que le ciel réel, il est sans arrêt. Et donc vous avez compris qu'aujourd'hui, on a en quelque sorte retiré ce voile de l'atmosphère pour voir le monde. Et chacun sait, quand on retire un voile, on fait un progrès. Alors, donc, alors maintenant, je voudrais rendre hommage à deux personnes, Erasme et Fontenelle. Erasme, il a dit la phrase qui pour moi justifie le métier que je fais. Il a dit « homo fit non nascitur », qui en latin veut dire « on ne naît pas homme, on le devient ». Autrement dit, c'est la puissance et le pouvoir de l'éducation, à tout niveau. Il y a l'école, il y a les parents, il y a la société, il y a tout le monde. Je veux qu'un homme se fait. Et beaucoup d'enfants n'ont pas cette chance. Et je crois qu'il faut donner un maximum de chance et leur donner non seulement cette éducation, mais aussi un minimum d'enthousiasme et pas cette morosité que tous les tristus nous répondent. Et alors, quant à Fontenelle, c'est l'homme qui, la première fois, a vulgarisé la science auprès des dames. Les femmes étaient mal considérées, donc il a écrit des livres pour les dames. Alors, c'était des dames qui étaient nobles, parce que le peuple ne savait pas lire. C'était les marquises, les duchesses, etc. Et donc, il a écrit des livres pour expliquer la science aux dames. Et il a vécu à l'époque de Louis XIV et Louis XV. Il a vécu 100 ans, ce qui était rare à cette époque. Et alors, c'est un conseil qu'il y a du tempérament, puisque quand il voyait, à 90 ans, quand il voyait une jeune fille superbe, il disait « si seulement j'avais 80 ans ». Donc, et il a défini la science de manière merveilleuse, c'est l'esprit curieux et les yeux mauvais, qui pour moi est la meilleure définition de la science. On est curieux, il n'y a pas de science sans curiosité, mais on a de la peine à voir tout cela. Et donc il faut essayer de comprendre. Alors, quand on veut comprendre le monde sur Terre, nous avons nos 5 sens. On a le toucher, l'odorat, l'ouïe, etc. pour tout comprendre. Et oui, mais en astronomie, il n'y en a plus qu'un. On ne touche pas les astres, on ne les renifle pas, on ne les sent pas, on ne les écoute pas. Et encore, on les voit jusqu'à présent avec uniquement nos yeux, lumière visible. Autrement dit, l'information que nous avons, elle est extrêmement parcellaire. Et avec ça, nous voudrions tout comprendre. Donc, difficulté. Alors, je vais montrer 50 000 fois, je viens de vous montrer, c'est la blague classique où deux dames dans l'Antiquité, l'une dit à l'autre, quelle est belle la lune, l'autre lui dit, tu sais, je parie que les hommes un jour iront, l'autre lui dit, tu crois, elle dit, oui, oui, pendant ce temps-là, on prendra le pouvoir. C'est exactement ce qui s'est passé au XXe siècle. Les femmes ont enfin la place qu'elles méritent dans la société, et les hommes sont allés dans la lune. Il n'y a qu'à voir, dans les pays où on ne fait pas de science, les femmes sont maltraitées. C'est sûr, si on met un voile sur la tête, on ne voit pas le ciel. Donc là aussi, culture scientifique, ça va, avec un traitement correct de l'ensemble de la population. Alors maintenant, là aussi, je vais souvent montrer cette image-là. Je voudrais connaître un corps humain. Qu'est-ce qui me donne l'information? Est-ce que c'est le masque qui, dans la tragédie grecque, avait un sens? Quand l'acteur rentrait avec son masque, le spectateur savait si c'était comique ou tragique. Est-ce que c'est le corps humain? Au passage, j'aime bien ce petit repli du ventre, vous voyez ici, hein, ça fait partie de ma lutte contre l'anorexie. Hein, et alors, là, où est-ce que c'est la radiographie ou le vêtement? Celle-ci s'appelle Audrey, et je la connais bien, elle est aussi jolie, mais c'est pas la même. Et donc, en gros, on voit bien que quand on voit une partie de l'information, on n'a pas forcément toute l'information. Et donc, en science, quand on étudie quelque chose, est-on toujours sûr qu'on a fait en quelque sorte un survol assez complet de l'ensemble de l'information possible. Et c'est pour ça que quand on interprète ce qui se passe avec une information parcellaire, on peut se tromper ou ne pas forcément donner la bonne explication. Parce qu'on n'a pas forcément toute l'information. Je raconte souvent, là aussi, j'ai honte de vous raconter à nouveau, vous connaissez cette blague par cœur, celle des pygmées aveugles. Ils sont pygmées, ils sont aveugles, hein. Ils sont curieux. Alors ils partent explorer le monde, ils sont aveugles. Ils trouvent un éléphant. Hein. Alors ils tapotent l'éléphant, il y en a un qui touche la patte de l'éléphant, la queue de l'éléphant, l'oreille de l'éléphant, la défense de l'éléphant, la trompe de l'éléphant, etc. Chacun rentre dans son village, et chacun décrit ce qu'il a vu. Aucun ne raconte la même histoire. Ils ont tous raison. Donc en gros, quand on voit qu'une partie, pas par exemple toute l'information. Et l'autre, vous connaissez aussi, c'est l'histoire du savant fou. Il va dans un cirque, il dit au directeur du cirque, passe-moi une puce. Il prend une puce savante, il dit à la puce, saute, elle saute. Puis il est fou, coupe une patte de la puce, saute, elle saute. Coupe une deuxième patte de la puce, saute, elle saute. Coupe une troisième patte de la puce, saute, elle saute. Il coupe la dernière patte de la puce, saute plus. Donc le savant déduit que chez les puces, les oreilles sont au bout des pattes. Donc vous avez compris que quand on interprète, attention, hein, c'est le... Alors maintenant, donc en astronomie, qu'est-ce qu'on a? On a que la lumière,
On n'a pas nos 5 sens. Et la lumière, quel type d'information va-t-elle nous donner? Ben, regardez ici. Moi, je montre ça parce que quand j'étais petit, bon, personne dans cette salle n'était né, on se chauffait au charbon. Hein. Donc moi, j'avais compris, j'avais 2 ans, que quand je touchais le charbon noir, j'en mettais plein les murs. Et ça énervait ma maman. Hein. Et puis un jour, quand le feu brûlait, le charbon était rouge, je le touchais, ça je l'ai fait une fois, je ne l'ai pas fait 2. Hein. Et donc un enfant de 2 ans comprend que la lumière donne une information sur la température. Celui qui a 2 ans n'a pas compris ça, ça s'appelle la sélection naturelle. Hein. Donc vous voyez que tout de suite on a une information sur la couleur. Hein. Alors maintenant, ben, c'est des électrons qui se promènent, des molécules qui tournent, etc. On essaie d'interpréter les étoiles, on prend la même couleur, parce que l'atmosphère n'a pas la même. Information fondamentale en astronomie, c'est la vitesse finie de la lumière. On s'est longtemps posé le problème, est-ce que la lumière se propage de manière instantanée? Les Grecs n'ont pas su répondre à cette question, ou est-ce que la lumière se propage à vitesse finie? Galilée a essayé de trouver ça, il se mettait sur des collines de Florence, avec des feux de bois, avec des draps de lit et avec des sabliers. Ils ont là sur la colline, tu mets ton sablier, tu tournes, quand c'est vidé, tu retires le drap, tu le bouges, regarde en face, tu mets le sablier. Bon, enfin, ils n'ont rien trouvé. Hein, on comprend avec cette technique. Et c'est seulement en 1676 que Romer, observateur de Paris, a trouvé que la Terre, regardant Jupiter et ses satellites, alors qu'elle était proche de Jupiter, et le regardant là aussi, alors qu'elle était éloignée, il y avait un écart. Les satellites étaient en avance ou en retard quand ils surgissaient derrière Jupiter ou quand ils disparaissaient. Et il comprend que, en gros, il faut 22 minutes à la lumière pour faire un diamètre terrestre. Il en déduit que la vitesse de lumière est de 230 km par seconde. C'est pas le bon chiffre, parce que c'est en gros 300 000 km par seconde. Mais il trouve cette propriété fantastique, c'est que la lumière se déplace à vitesse finie. Je vous rappelle qu'à l'époque, Louis XIV avait dit à Colbert, tu me développes les sciences et les arts, tu prends les meilleurs en Europe, tu leur demandes combien ils veulent gagner, et tu multiplies par 3. Le recrutement actuel à l'université au CNRS est de nature différente. Hein. Là, il y avait des résultats à l'époque. Hein. Et donc on trouve la lumière est finie, donc ça a des conséquences extraordinaires. C'est que plus vous regardez loin dans la nature, dans le ciel, plus vous regardez loin dans l'espace, plus vous regardez loin dans le passé. Et donc vous pouvez rester dans le présent et avoir en même temps le passé. Et ça c'est fondamental, c'est-à-dire qu'espace et temps ne se distinguent pas, en tout cas sont mêlés ensemble. La théorie générale est complètement fondée là-dessus, et ça nous semble complètement sachant notre vision. Là, c'est toujours un clin d'œil que j'aime bien donner pour montrer comment la culture scientifique est mal répartie. Vous vous souvenez qu'il y a pas si longtemps, l'année dernière, il avait été annoncé dans les journaux que des particules, ça s'appelle les neutrinos, allaient plus vite que la lumière. C'était au mois d'octobre, et on émettait des protons à Genève, qui heurtaient un mur de béton, émettaient des neutrinos, qui étaient recueillis à 730 km de là, au Grand Sassou, en Italie. Et les physiciens qui faisaient cette expérience avaient trouvé que les neutrinos avaient été un peu trop vite. Moi je me souviens, j'étais dans une réunion avec mes collègues physiciens des particules, à 8h30 du matin, c'est un gros truc. À 10h du matin, c'est quand même bizarre ce truc-là. À midi, oh non, j'y crois pas. Et à 3h de l'après-midi, si un journaliste appelle, je suis pas là. Vous voyez déjà, je veux un peu le climat. Alors j'ai écrit un article dans Le Temps, le journal de Genève, dans lequel j'ai expliqué que c'est pas le neutrino qui est trop vite, c'est l'information qui est trop vite. Hein. J'ai fait à Genève, parce que c'est là qu'on avait émis les trucs. Et j'ai rajouté que les physiciens qui avaient annoncé ça venaient en fait de trouver une nouvelle particule que j'appelais le budgeton. Hein. Effectivement, ils ont reçu un financement pour. Et alors, comble, vous voyez, le ridicule, la ministre italienne de la recherche de l'époque a publié un communiqué le vendredi matin pour se féliciter de l'apport de l'Italie à cette découverte fondamentale. Et donc l'apport de l'Italie, disait-elle, était la construction d'un tunnel de 730 km de long. Je ne connais pas sur table le tunnel de 730 km. Pour que les neutrinos se déplacent, or à l'instant où je vous parle, chacun d'entre vous est traversé par 83 milliards de neutrinos, et je suis persuadé que ça ne vous chatouille même pas. Hein, les neutrinos n'ont pas besoin de tunnel. Et donc, se féliciter de ça. Alors, le dimanche soir, ils ont retiré le communiqué quand ils ont vu combien il était ridicule. Hein. Mais quand on voit la photo de la ministre, je ne suis pas très gentil, on comprend qu'elle a été recrutée, je dirais, selon des critères berlusconiens. Hein. Donc, vous voyez comment la science est quelquefois maltraitée. Hein. Alors, en gros, les cyniques, c'est-à-dire sur Alpha du Centaure, ils croient que Kadhafi est en visite à Paris. Sur Sirius, ils pensent que Chirac est réélu. Sur Procyon, ils pensent que la France est en train de football, ça a changé. Sur Capella, ils croient que De Gaulle est au pouvoir. Sur Zika, ils sont persuadés que c'est Louis XV. Et sur Deneb, ils pensent que c'est les pharaons. Autrement dit, quand vous regardez un objet du ciel, vous regardez dans le passé. Quand vous regardez la Lune, eh bien, la lumière partait une seconde. Regardez le Soleil, c'était 8 minutes. Regardez l'étoile les plus proches, c'était il y a 4 ans. Le centre de la galaxie, c'était il y a 26 000 ans. Et les lumières les plus anciennes, on va en dire quelques mots dans quelques minutes, c'est un peu plus de 13 milliards d'années. Donc vous voyez, si quelqu'un vous dit un jour, regarde comme c'est beau, regarde ce coucher de soleil comme il est beau, vous pouvez répondre, je suis pas sûr de rester professionnel.
comme il est beau de répondre, c'est du passé. Hein. Donc, on voit dans le passé en même temps. Mais dites-vous que 300 000 km par seconde, c'est la vitesse d'un escargot rhumatisant. Hein. C'est notoirement insuffisant. Hein. Mais c'est une contrainte auquel on ne peut rien. Alors, tout cela, au passage, de vous dire que ce qu'on fait en astronomie, qui a aucun but pratique, a toujours des retombées. Exemple, quand vous allez à l'hôpital faire un scanner, eh bien, le logiciel du scanner a été inventé par un astronome français qui essayait de reconstruire une galaxie à 3 dimensions. La découverte est française, le brevet est américain. Quand vous allez vous faire opérer des yeux par un chirurgien, une invention des astronomes qui s'appelle l'optique adaptative, pour mieux voir les astres malgré l'atmosphère terrestre, a des applications de la chirurgie de l'œil. La découverte est française, le brevet, comme d'habitude, est américain. Hein. Donc là aussi, les applications sont nombreuses, on n'est pas toujours très bon dans tout ça. Alors le ciel observe